excusez-moi, je voulais juste compléter. Du coup, on a dit qu'il y avait des résultats complémentaires à venir. C'est très intéressant. Et je voulais savoir environ quand on pourrait penser avoir ces résultats, parce que j'imagine qu'il y a un certain temps de traitement, et surtout comment ce sera diffusé. Alors, quand les résultats complémentaires sont disponibles, dans pas trop longtemps, parce qu'en fait, on est sur de la validation, on va dire sur la fin d'année, on va compléter, la matrice existe, on aille vérifier. Bon, par exemple, je ne vous ai pas présenté les résultats d'imidaclopride. L'imidaclopride est une molécule dont on débat beaucoup, elle n'est plus utilisée, bon, elle est bien rémanente, etc. Mais on est à des très faibles teneurs. Donc là, on est vraiment dans le croisement de données qualité par rapport à la question de faire sortir des résultats qui seraient dus à un faux positif. Donc voilà, donc on croise. Donc ça c'est en cours, donc ça va être effectif sur la fin d'année. Alors la diffusion, je me tourne vers Émilie. Bon, généralement, sur les projets cluster, on diffuse, on a un rapport de synthèse qui est conséquent, dans lequel on mettra tous les résultats, et on diffuse par publication. Généralement, on réalise une ou deux grosses publications en direction de la profession agricole, en plus des publications scientifiques qui sortiront du projet. Et on peut se demander si on diffuse quand même la matrice de résultats. Alors, les résultats bruts ne sont évidemment pas diffusés puisqu'ils doivent être interprétés et expliqués en fonction de la totalité des résultats que nous avons. Ok, on termine donc cette matinée avec les éléments traces, donc j'espère pas trop vous endormir, étant donné que c'est le dernier exposé avant le repas. Donc, moi je suis Laurence Benex. J'ai travaillé donc, sur ce projet avec différents collègues, en particulier Emma Vivien qui est devant, qui a pas mal copiloté le projet du réseau, donc, que je voudrais remercier. Et donc, je viens d'une unité mixte de recherche, INRA Bordeaux Sciences Agro, qui s'intitule Interaction sol-plante-atmosphère, et nous nous intéressons particulièrement aux éléments traces. Donc les éléments traces, contrairement aux molécules organiques que nous venons de voir précédemment, ce sont des éléments qui sont naturellement présents dans l'environnement. Ils sont naturellement présents dans les sols, simplement l'usage agricole, en particulier, on a parlé tout à l'heure de l'usage de certains pesticides métalliques, mais on a aussi donc la présence de ces éléments traces dans certains intrants et fertilisants. Donc cet usage agricole peut conduire à une contamination diffuse des sols. Et donc la question se pose, est-ce que cette contamination diffuse des sols va conduire à des contaminations des cultures? Donc de plus, on a pendant de nombreuses années travailler en conditions contrôlées, en serre, en pot, etc., pour obtenir des relations, des résultats, mais ces relations sont généralement difficilement transposables au terrain. D'où l'idée que nous avons eue au début du projet de la construction d'un réseau de parcelles en grande culture, en agriculture conventionnelle au départ, et puis dans le cadre du projet présent, sont venus nous rejoindre les collègues de l'agriculture biologique. Donc poursuivre ces contaminants, donc les flux, la disponibilité et la réponse. Donc le réseau, de manière générale, il a été imaginé et créé en 2010 avec quelques parcelles. Il s'appuie sur des parcelles des unités expérimentales de l'INRA, des instituts techniques, Arvalis et Terrinovia, et des lycées agricoles. Nous sommes focalisés sur 3 types de cultures pour limiter un petit peu la diversité, à savoir le blé dur, le blé tendre et le tournesol. Et nous échantillonnons de manière annuelle les intrants, les sols, le végétal à 2 stades, un stade jeune et un stade récolte. Ce stade récolte étant donc séparé en 2 sous-échantillons, la partie qui va être consommée, donc les grains ou les graines, et la partie qui est soit valorisée sous forme de paille, soit qui retourne à la parcelle sous forme de tige. Sur ces échantillons, nous analysons les éléments
éléments traces et de manière relativement exhaustive. Ben pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que dans la bibliographie, il y avait beaucoup d'études qui étaient focalisées sur les éléments traces qui sont réglementés. Actuellement, ne sont réglementés dans l'alimentation humaine que deux d'entre eux pour les produits végétaux, à savoir le cadmium et le plomb. Il est réglementé également le mercure, mais il a des teneurs tellement faibles qu'on n'a pas souhaité le garder dans notre liste. Et puis, un autre élément trace est réglementé en plus dans l'alimentation animale, c'est l'arsenic. Les autres éléments traces ne sont pas réglementés, sont relativement peu suivis, on a relativement peu de données. Donc, on a souhaité nous avoir une image de la multicontamination en ajoutant certains éléments sur lesquels on n'avait pas beaucoup de données, comme le chrome, le césium, le rhodium. Donc, sur le réseau, on analyse également, mais vous avez vu certains des résultats, donc, sur les résidus de pesticides et les mycotoxines. Et donc, une enquête annuelle nous permet d'avoir des infos sur les itinéraires techniques. Alors, tous ces échantillons et toutes ces données, quantitatives et qualitatives, sont rassemblés dans une base de données qui a été créée, donc, qui est dédiée au réseau. Pour l'instant, nous avons travaillé sur 36 sites différents qui correspondent à 147 parcelles, donc 147 sols, 104 blés tendres, 24 blés durs, 31 tournesols. Vous voyez que la somme dépasse les 147 sols, parce que sur certains des sols, on va faire plusieurs cultures, plusieurs années de suite. Et nous avons réussi à récolter 25 intrants. Alors, la démarche que nous avons quand nous travaillons dans ce type de problématique, avec un réseau de participants qui sont volontaires pour adhérer au projet, va créer forcément un biais, puisque nous n'avons pas choisi donc, les parcelles pour être représentatifs d'une variabilité pédoclimatique, et nous avons sollicité donc, des personnes qui géraient des sites et donc des parcelles pour nous rejoindre. Donc, on doit vérifier la représentativité de ce que nous avons in fine dans le réseau. Alors là, pour regarder cette représentativité, on peut déjà regarder les caractéristiques physico-chimiques des sols et les comparer à des bases de données qui sont un peu plus larges. Donc là, c'est une compilation que vous voyez en vert du réseau de mesure de la qualité des sols focalisé sur les sols agricoles, plus la base de données donc éléments traces, qui est donc aussi gérée comme ce réseau par nos collègues de l'unité Infosol de l'INRA. Et donc ces bases de données correspondent à plus d'un millier d'échantillons qui sont représentatifs de la diversité française. Donc pour regarder la représentativité de notre réseau, nous avons comparé donc, nos résultats qui sont présentés ici en rouge à cette distribution française en vert. Donc vous voyez que pour le paramètre matière organique, ici carbone présenté, on est tout à fait dans la gamme de variation des sols français. Pour les argiles, on est un petit peu plus argileux que la gamme des sols français, mais on est relativement représentatif. Comme on est un petit peu plus argileux, forcément la capacité d'échange cationique des sols va être un petit peu plus élevée. Le plus gros biais que nous avons, c'est au niveau pH, puisque sur ces sols de grande culture, nous avons un shift des échantillons plutôt sur des pH alcalins et un petit peu moins sur des pH acides, et quasiment pas du tout sur des pH très acides. Alors les résultats en termes d'éléments traces vous sont donnés ici. Alors je ne donnerai pas, donc là on a quelques éléments, je vais essayer dans le reste de l'exposé de se focaliser sur certains éléments, parce que sinon ce serait trop long. Là on va regarder donc l'arsenic, le cadmium, le chrome, le cuivre, le nickel, le plomb et le zinc. Alors certains de ces éléments sont liés à une réglementation concernant l'épandage de boue sur les sols. Donc il s'agit du cadmium, du chrome, du cuivre, du nickel, du plomb et du zinc. Et donc quand on a
cette réglementation et qu'on a des échantillons qui dépassent, vous verrez la représentation avec ce trait rouge. Ce trait rouge qui est représenté correspond à la valeur seuil de cette réglementation sur les bouts. Donc, de manière générale, on a très peu d'échantillons qui vont dépasser cette valeur réglementaire. Les échantillons qui dépassent cette valeur réglementaire le sont pour le chrome, le cuivre, le plomb. Pour les autres éléments, il n'y a pas de dépassement. De manière générale aussi, alors je vous ai mis, pareil pour comparaison, les valeurs qui sont obtenues donc, au niveau des données nationales sur le réseau de mesure de la qualité des sols. Là, ce sont les traits en bleu que vous voyez ici. Et vous voyez que nous sommes, en gros, au niveau de la médiane de ce réseau de mesure de la qualité des sols, généralement un petit peu plus élevé, mais du même ordre de grandeur, donc, pour la plupart des éléments. Pour les intrants, on va retrouver des résultats qui sont relativement connus. Donc là, vous avez en blanc, donc les lignes blanches correspondent aux résultats que nous avons obtenus sur le réseau. Les lignes grises sont des résultats qui sont donnés donc, dans une enquête qui a été réalisée par l'ENEM et le SOPREA et qui nous permettent de comparer nos résultats. Donc ce qui apparaît, qui est connu depuis très longtemps, c'est que les intrants qui sont les plus contaminés en éléments traces sont les intrants phosphatés. Et ceux-là, pour en particulier les éléments traces arsenic, cadmium, chrome, cuivre. La distribution dans les différents organes, donc là je vais lister les 3 végétaux que nous avons suivis. Vous avez ici donc les résultats pour le blé tendre et le stade jeune. Et on compare donc la distribution des différents éléments. Donc ici, arsenic, cadmium, cobalt, chrome, molybdène, nickel et plomb. Je fais un focus sur les ultra-traces. Le cuivre et le zinc étant des oligo-éléments qui sont beaucoup plus régulés au niveau de la plante et la variabilité est plus faible. Donc on voit qu'au niveau du stade tallage pour le blé, on a paradoxalement la concentration la plus élevée qui apparaît pour le chrome, puis ensuite la famille du molybdène, nickel, plomb. Ensuite vient l'arsenic, le cobalt et in fine le cadmium. Si on regarde pour ce même blé tendre, la distribution pour du blé au niveau de la récolte, donc ici pour le grain et là pour la tige, on voit qu'on a une distribution qui est relativement équivalente avec une importance qui a shifté pour le molybdène, qui est plus important que le chrome. On retrouve le nickel et donc arsenic, plomb et cadmium sont les concentrations les plus faibles qui sont retrouvées. Alors pour le blé dur, on va retrouver le même schéma. Par contre, un schéma qui change complètement, c'est le schéma du tournesol, où là on va voir apparaître, alors toujours le stade jeune, hein, c'est pour cette première diapo, on va voir apparaître une grande importance du nickel. Et oui, je n'ai pas insisté sur les niveaux de concentration, mais là, on était à des niveaux de concentration donc, de 1 à 7. Pour le tournesol, on est donc sur ces mêmes niveaux de concentration, mais qui vont être beaucoup plus importants. Donc pour le nickel, ensuite viennent le molybdène, le chrome et le cadmium. Vous voyez que le cadmium a shifté complètement, il était très très faible sur le blé tendre. Là, il vient donc en deuxième groupe pour le tournesol, puis le plomb, le cobalt et l'arsenic. Si maintenant on s'intéresse au grain, on va retrouver le même schéma avec le nickel qui est vraiment très important en concentration dans les grains. Donc là, c'est un élément qui, pour le tournesol, peut être intéressant de suivre par la suite.
Alors si on compare les différents végétaux, les différentes espèces que nous avons suivies, donc tournesol, blé tendre et blé dur, vous voyez qu'on a des niveaux médians de concentration qui sont très fortement différents, avec des concentrations, ici donc le focus sur le cadmium, qui sont plus élevées pour le blé dur et le tournesol que pour le blé tendre. On a quasiment un facteur 10 entre le blé tendre et le tournesol. J'ai représenté également donc, les valeurs qui sont réglementées donc, en rouge, et comme il n'y a pas de réglementation pour l'instant pour le tournesol, mais qu'il y a plutôt des valeurs qui ont été discutées au niveau des réglementations européennes et qui seraient recommandées, on met cette valeur de 0,5. Donc vous voyez que finalement on a relativement peu d'échantillons qui dépassent ces valeurs, et ce sont des cas particuliers sur lesquels il va falloir se focaliser pour essayer de mieux comprendre les transferts. Pour le plomb, on retrouve un petit peu le même schéma, avec des concentrations qui sont faibles, voire très faibles, parce que là, vous voyez apparaître un nombre non négligeable, puisque ça va de 50% à 70% des échantillons qui étaient en dessous de la limite de quantification. Et pour l'arsenic, donc le troisième élément qui est réglementé, là c'est pareil, on a un nombre important d'échantillons qui sont en dessous de la limite de quantification et relativement peu d'échantillons qui sont plus concentrés. Les concentrations les plus élevées ont été trouvées, c'est le cas ici des concentrations qui sont aux alentours de 0,2-0,3, ont été trouvées dans des parcelles du Massif central qui semblent liées à des anomalies géochimiques. Donc, on n'a pas forcément des fortes concentrations dans le sol, mais il semblerait que cet arsenic soit particulièrement biodisponible. Deuxième partie de l'étude, c'était d'essayer de s'intéresser au flux d'éléments traces à la parcelle. Donc nous nous sommes focalisés sur les flux d'origine agricole, c'est-à-dire que là, on a négligé les flux qui correspondent aux retombées atmosphériques et les flux sortants qui correspondent au lessivage, l'exciviation. On va regarder donc les flux entrants en s'intéressant donc à tout ce qui est engrais organiques ou minéraux qui ont été apportés à la parcelle, les amendements. Donc là, on s'est basé sur les enquêtes qui ont été réalisées, qui nous ont donné les doses apportées annuellement. Et puis, on a donc multiplié ces doses par les concentrations, soit qu'on avait pu mesurer directement dans les intrants donc, qui ont été prélevés sur les parcelles, soit si on n'avait pas cette information, c'est basé sur les valeurs donc, de l'enquête ADEME que vous avez vu précédemment. Donc ça, c'est pour ce qui arrive à la parcelle. Pour ce qui part, donc on a regardé l'exportation en multipliant le rendement à la parcelle donné également par l'enquête, par la concentration en éléments traces. Dans les grains, quand on considérait un export uniquement de grains, et grains et paille, si on considérait que pour le blé, on exportait également la partie paille. Les stocks ont été donc également évalués avec des mesures de densité apparente et les concentrations que l'on a réalisées sur les sols. Donc là, le résultat de tout ça, alors j'insiste, c'est vraiment le bilan agricole, ce qui rentre par l'usage agricole et ce qui part par un usage agricole. Donc là, sous l'hypothèse d'un export de grains. Donc j'ai placé dans ce tableau les trois types de cultures, blé dur, blé tendre et tournesol, et puis les conduites conventionnelles ou biologiques. Alors pour le biologique, nous n'avons de résultats que pour le blé tendre. Et ensuite, on a séparé suivant la nature de la fertilisation. Vous avez vu que tout à l'heure, la fertilisation, les intrants phosphatés étaient plus riches en certains éléments traces, donc on a fait un focus sur ces engrais, alors en globalisant les NP, PK, PKS, etc. Ce qui nous donne les résultats que vous voyez ici, à savoir que quelle que soit la culture utilisée, finalement, si on a une fertilisation qui est uniquement azotée, on a un bilan qui est toujours négatif. Savoir que l'on est dans un système qui est en train de perdre ses éléments traces.
Ils ne le perdent peut-être pas, parce que si on ajoute les retombées atmosphériques, la lixiviation, il faut faire un bilan complet. Mais là, avec juste le bilan agricole, on est sur un bilan négatif. Par contre, si on apporte de l'azote, comme vous voyez ici, ici et ici, on va être en bilan négatif pour les oligoéléments cuivre et zinc, mais en bilan positif pour l'arsenic, le cadmium et le bie. Donc, effectivement, c'est l'apport de ce phosphore qui va fortement marquer. Et puis, quelque chose qui est intéressant et que l'on a validé. Alors, là, on met un focus sur l'agriculture biologique, mais en fait, c'est un focus sur la fertilisation organique, parce que ce que je vous montre ici, on l'a retrouvé également sur la seule parcelle que l'on avait en conventionnel qui a apporté de la fertilisation organique, et on retrouve exactement le même schéma. Je ne l'ai pas présenté parce que j'avais une modalité. Mais là, dès qu'on apporte une fertilisation organique, on s'aperçoit qu'on a un bilan qui est positif. Alors pourquoi? Les concentrations, vous avez vu, elles sont du même ordre de grandeur que la fertilisation minérale, donc ce n'est pas un problème de concentration, mais c'est un problème de dose apportée. Là où on apporte plutôt de l'ordre de la centaine de kilos à l'hectare en minéral, on apporte de l'ordre de la tonne dans le cas de fertilisation organique. Donc on a des flux qui arrivent à la parcelle qui sont plus importants. Alors ceci ne veut pas dire que les éléments qui sont apportés sont biodisponibles. Là, il faut derrière qu'il y ait une étude qui soit faite pour savoir si on a un effet sur la biodisponibilité ou pas. Et finalement, il existe des cas dans la littérature où on apporte des éléments traces avec de la matière organique et on diminue la biodisponibilité de ces mêmes éléments traces. Donc, il faut être très prudent là-dessus. Alors, si on fait un petit exercice prospectif, on imagine que donc on fait ce bilan, on le rapporte au stock présent dans le sol. On l'a fait pour une parcelle pour une année. Et on imagine que l'on reproduit cette pratique pendant X années. Et on s'est posé la question, combien de temps il faudrait pour doubler la concentration de l'horizon de surface en éléments traces. Et vous voyez que là, on est à des chiffres qui vont de l'ordre de la centaine d'années à plusieurs centaines d'années. Donc, les quantités, les flux qui sont en charge ne sont pas très importants. Et là, on maximise tout, puisque en fait, on prend la pratique qui nous apporte le maximum d'éléments traces, qui nous augmente au maximum le stock, et on regarde ce que ça nous donne. Alors, pour être un petit peu plus précis, regardez ce qui se passe sur des parcelles. On a sur 2 sites eu la possibilité de faire un suivi sur plusieurs années pour les mêmes parcelles, puisqu'on avait en fait une rotation blé dur, tournesol. Donc on a fait ce suivi. Alors sur le site d'Avignon, de 2010 à 2013, et là vous voyez l'évolution donc du stock pour le cuivre en bleu et le cadmium en jaune. Alors, j'attire votre attention sur les échelles. Vous voyez que même si on a une évolution, cette évolution est très très faible. Mais les tendances sont d'une diminution constante du cuivre. Vous avez vu que pour le cuivre, on a fait un export. Et par contre, une augmentation du cadmium. Pourquoi? Parce que dans ce site, on apporte tous les ans un fertilisant phosphate. Tous les ans, on apporte du phosphore. Donc, les petits sauts que vous voyez ici correspondent à l'apport de fertilisant phosphate. A l'inverse, le site de Toulouse, on a une fertilisation qui est uniquement azotée jusqu'en 2014. Donc là, vous avez jusqu'en 2014 une baisse du stock de cuivre, comme sur le site d'Avignon, mais également une baisse du stock de cadmium. Par contre, en 2016, en fait, ce qui arrive, donc il y a eu une année de jachère, une année où la culture ne s'est pas bien passée, puis en 2016, apport de fertilisants phosphatés. Donc là, vous voyez qu'on augmente le stock de cadmium, mais on revient à des valeurs
que finalement on avait en 2011. D'où, je dirais, la conclusion de ça, c'est de dire si on veut rester à l'équilibre et que l'on doit utiliser des intrants qui sont riches en éléments traces, ben, il faut bien les raisonner. Et un apport de phosphore, finalement, nos collègues qui travaillent sur la fertilisation nous disent qu'on n'a pas forcément besoin d'en faire un tous les ans. Donc peut-être bien raisonner sa fertilisation phosphatée pour éviter la contamination en cadmium des parcelles. Alors, on a essayé d'aller un petit peu plus loin avec le jeu de données qu'on avait, ce qui est en faisant une analyse statistique. Et donc, c'est pas forcément évident parce que finalement, on n'a pas récolté les données pour l'analyse statistique. On a récolté les données et ensuite, on fait cette analyse qui fait qu'on a quelquefois des groupes qui sont déséquilibrés. C'est ce que vous voyez ici. Donc, où je vais vous parler de deux groupes, un groupe où j'ai 62 individus et un groupe où j'en ai 25. Cependant, bon, avec les outils statistiques que l'on a aujourd'hui, on peut quand même essayer de sortir des choses. Donc là, on a essayé de voir l'effet des pratiques. Alors, première chose, l'effet des pratiques avant semis, le labour. Donc, est-ce que le labour pourrait avoir un effet? Enfin, a priori, on n'a pas réussi à mettre en évidence l'effet significatif du labour sur la composition en ETM dans les grains de blé. Là, je vous présente 3 éléments, mais c'est la même chose pour tous les éléments. Les intercultures, on se dit finalement, on fait des récipients, on utilise des crucifères, pour certaines peut-être qu'elles acidifient le sol, on pourrait avoir un effet de la présence d'interculture. Là c'est pareil, on n'a pas réussi à mettre en évidence d'effet de l'interculture sur la composition du grain de blé tendre. Alors je n'ai pas précisé, mais ces analyses ont été faites sur la population de blé tendre, puisque c'est la population sur laquelle nous avons le plus grand nombre d'individus. Ensuite, sur les pratiques de fertilisation. Donc là, on a regardé, entre fertilisation minérale et fertilisation organique, est-ce qu'on avait un effet sur la composition du grain de blé? Pas d'effet significatif. En allant un petit peu plus loin, est-ce que finalement la dose apportée pourrait avoir un effet? Donc on a regardé sur les doses apportées annuellement en azote, en phosphore, en potassium et sur tous les éléments traces. Et là, c'est pareil, il n'y a pas d'effet significatif, quels que soient les éléments traces, entre donc, la quantité ici illustrée de phosphore et la quantité de cadmium. Alors qu'on apporte du cadmium via le phosphore, on n'a pas, donc en condition de champ, vu cet effet. Ce qui est intéressant, enfin, je vous l'ai ressorti, c'est qu'on n'a pas non plus d'effet sur la quantité de phosphore dans le grain en fonction de la quantité de phosphore qui a été apportée via les fertilisants. On a essayé de comprendre ensuite, on a essayé de trouver des relations entre qui pouvaient expliquer la teneur en éléments traces dans les plantes. Alors là, on fait des analyses sur le stade jeune, sur la paille, sur le grain. Les résultats que je vais vous présenter sont les mêmes pour tous les organes, à savoir que, premièrement, il n'y a aucune relation directe entre la teneur dans le sol et la teneur dans la plante. Donc, si vous avez un sol qui est plus riche, pas très fortement contaminé, mais plus riche qu'un autre, on ne peut pas extrapoler ça à ce que l'on va obtenir au niveau de la concentration dans un grain de blé, dans une graine de tournesol, par exemple. Alors, on essaie d'aller un petit peu plus loin et de prendre en compte plus de variables en se focalisant sur les paramètres sol, les paramètres que l'on obtient dans une analyse de sol courante, à savoir le pH, la CEC, la teneur en matière organique, argile, les éléments majeurs et puis tous les éléments traces que l'on a dosés dans les sols. On a ajouté à ça les paramètres climatiques, on a été recherché pour tous les sites, et on a essayé, avec une approche statistique sans a priori, d'essayer de trouver des relations. Alors là, je vous donne quelques exemples pour le grain de blé tendre, mais pour tout ce qu'on a essayé de faire, finalement, on n'arrive pas à dégager de relations statistiques prédictives des concentrations dans le grain, la paille ou les parties aériennes, à la suite de cette étude. Alors bon, ça nous a un petit peu embêté parce qu'on s'attendait, on espérait trouver quand même des choses qui se dégagent, mais finalement, en revenant à la base,
à savoir essayer de comprendre ce qu'est la phytodisponibilité et pourquoi un élément passe du sol vers la plante. On sait que cet élément il doit forcément passer en solution, que dans le sol il est présent sous différentes formes chimiques et que toutes ces formes chimiques ne sont pas également disponibles. Or, quand on mesure une teneur totale dans un sol, on mesure l'ensemble de ces formes chimiques. Du coup, là j'élargis un petit peu en présentant donc, des résultats d'une thèse qui a été conduite au laboratoire, la thèse de Johan Viala, sur le blé dur, où là, on a regardé alors, les mêmes paramètres du sol, mais des paramètres qui concernent la solution du sol, qui sont un petit peu plus fins, et puis des extractions chimiques qui nous permettent d'avoir des compartiments qui seraient plus ou moins disponibles dans le sol. Et quand on a ce type d'approche, ben là, on arrive à dégager un modèle prédictif de la concentration en cadmium dans le blé dur, avec donc, le paramètre qui sort en premier, qui est le paramètre cadmium dans la solution du sol, puis la concentration en calcaire, la CEC, et une phase porteuse qui est l'oxyde de manganèse. Les paramètres importants qui sortent sont ces paramètres-là, donc le paramètre calcaire étant un paramètre prédictif de l'effet pH. Alors ça aussi été possible pour le blé dur, parce que pour le blé dur, on a des gammes de concentration dans le grain qui sont beaucoup plus élevées que ce qu'on a pu obtenir aussi dans le blé. Pour conclure, donc ce projet a permis d'acquérir de nombreuses données en conditions de plein champ. Le réseau que nous avons construit permet de suivre la dynamique des contaminants en conditions réelles, et ça c'est un vrai plus. On a mis en évidence donc, des flux non négligeables d'éléments traces en agriculture biologique. On confirme le rôle important des engrais phosphatés sur les flux d'arsenic, de cadmium, de chrome et de plomb. La variabilité importante. On a à la fois eu une variabilité sur les sols, sur les climats, sur les pratiques. Donc cette forte variabilité n'a pas permis d'expliquer les teneurs mesurées dans les végétaux. Donc là, on a encore du travail à faire. Mais ce réseau a permis aussi, et ça sera donc l'occasion de l'exposé que je vous ferai en début d'après-midi, un partenariat privilégié avec les lycées agricoles et donc ouverture vers la plateforme participative. Ce réseau est pour partie maintenant intégré dans un nouveau réseau qui est le réseau Récotox, qui est un réseau qui se focalise sur l'écotoxicologie. Et donc, on risque d'accueillir deux nouvelles études qui vont se focaliser plus sur les organismes et l'effet, en fait, des pratiques agricoles sur la vie biologique. Alors, je tenais à remercier toutes les personnes, et j'ai sûrement oublié des noms, qui ont participé à cette aventure depuis le début. Et vraiment, comme je disais en début de l'exposé, un grand merci à tous, parce que sans leur implication continue, rien de tout cela n'aurait été possible. Merci Laurence. Est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à Olivier? Laurence, merci pour l'exposé. Et j'avais une question, j'espère avoir tout bien écouté. Quand tu as essayé d'interpréter par rapport aux pratiques, un peu les corrélations de flux, là, les pratiques, tu les as intégrées sur l'année du prélèvement ou sur un cumul d'années antérieures? Parce que bon, on sait aujourd'hui quand même que l'effet du labour, il peut très bien apparaître ou disparaître finalement 5-10 ans après l'arrêt du labour, ou alors sur des échelles assez longues. Et c'est pareil pour les fertilisations, c'est vraiment le cumul des pratiques qui fait sur 10-15 ans qu'on peut avoir quelque chose. Alors c'est sur l'effet annuel, puisque l'enquête est réalisée annuellement. Et donc effectivement, on peut maintenant, si on a d'autres questions à se poser, revenir et essayer de récupérer d'autres informations, mais c'est fait annuellement.
crois que tout le monde a faim. Ça. Donc, Qu'en est-il des bouts des stations d'épuration? Alors, pour les stations d'épuration, on n'en a pas eu dans le projet. Donc, on n'a pas pu travailler spécifiquement, les intégrer à cette étude. Après, il y a des dispositifs qui sont dédiés à ces bouts. Et le résultat qui en sortent jusqu'à présent, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la matière organique. C'est-à-dire que quand on apporte une station d'épuration, on apporte de la matière organique qui est un peu contaminée, certes, mais on apporte de la matière organique qui est capable de chélater les éléments. Et la plupart des résultats montrent que finalement, les éléments ultra-traces ne bougent pas dans les sols dans lesquels on a des apports de stations d'épuration. très bien, je vous remercie.